Anne, merci de me recevoir. Tu viens de publier un livre qui s'appelle Métamorphose. Oui. Métamorphose, qui est un mot qui me parle beaucoup et qui, quelque part, se rapproche du bonheur. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi parce qu'on s'est croisés plus d'une fois. Ouais. Et je ne sais pas vraiment d'où tu viens parce que, quelque part, tu es un entrepreneur. Tu as créé Féminin Bio. Tu écris, donc tu es auteur. Donc d'où tu viens, comment t'en es arrivé là, jusqu'à Féminin Bio, on va dire? Jusqu'à Féminin Bio, j'ai été élevée sur une île à Noirmoutier par des parents qui étaient assez 68ards. J'ai coutume de dire, ils vont se marrer, c'était des cathos naturistes. Et quelque part, ça donne un peu le spectre à la fois d'ouverture d'esprit et de largeur d'éducation. Ils s'étaient installés là-bas parce qu'ils trouvaient ça joli, mais on n'était pas de là-bas. Moi, je suis née à Paris, dans le 13e. Mais j'ai gardé de cette éducation, de ce terreau, en fait, l'amour de la nature et cette connexion, en fait, ce lien avec les éléments. Ensuite, j'ai fait un parcours, j'avais envie de découvrir le monde. Noirmoutier, c'était bien, cette île, mais c'était trop petit. Et donc, mon rêve à cette époque, c'était de faire une école de commerce et de pouvoir voyager, d'aller à l'étranger. Et donc après, je suis rentrée, j'ai été fascinée, j'ai fait un DESS en droit des affaires et j'ai été fascinée par les nouvelles technologies de l'information. Et en 96, et je me suis dit, j'ai vraiment envie de bosser dans le secteur parce qu'il y a vraiment des nouveaux pans à défricher. Et là, je suis rentrée dans le groupe Vivendi et je me suis à la fois éclatée, mais avec un parcours vraiment de businesswoman. Au sein de Vivendi, tu faisais quel métier? Alors au sein de Vivendi, j'étais au marketing et en fait on développait un fournisseur d'accès internet grand public. Il devait y avoir 2-3 cybercafés à Paris à l'époque, donc c'était vraiment le tout début. Et donc là je me suis éclatée pendant plusieurs années, mais toujours avec cette idée de quel est le sens de ce que je fais. J'avais toujours en tâche de fond, je fais ça, j'adore, mais en même temps est-ce que ma place n'est pas dans l'humanitaire? Est-ce que ma place n'est pas auprès des autres? Je fumais, je clopais comme une malade, je sortais, je faisais la fête, enfin c'était vraiment... à la fois génial, j'ai une vie trépidante, mais à la fois je me sentais quand même relativement vide à l'intérieur. J'avais cette... Donc en 99-2000, je quitte Vivendi, je démissionne, je décide de monter ma start-up avec un copain. On monte une start-up d'achat groupé qu'on vendra à la casse au moment de l'éclatement de la bulle Internet. Et là je me retrouve, je dirais, en disponibilité totale avec ce questionnement, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? J'avais rencontré en fait celui qui serait maintenant, enfin qui est maintenant mon mari, qui lui aussi avait vendu sa boîte, qui était entrepreneur, et on se retrouve dispo tous les deux. Et on se dit qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de voyager, on a envie de découvrir le monde. Et là on part s'installer à Barcelone. Et depuis Barcelone, en fait, on va beaucoup voyager pendant 3 ans, où on revient en fait pour faire des missions un peu de consultant, on repart. Et je découvre au cours de ces voyages que les gens vivent différemment, qu'il y a des pays pauvres, je dirais, où les gens sont très connectés à la nature, à eux-mêmes. Et ça, c'est une vraie prise de conscience pour moi. Je découvre que ces gens-là ne sont pas déconnectés en fait, de leurs racines, au sens où ils utilisent encore beaucoup de plantes, ils utilisent beaucoup de botanique. Et je m'intéresse vraiment à ce secteur en disant, mais nous, on a perdu ce lien, en fait, cette connexion avec le vivant. Alors, je pouvais m'en rendre compte en France, certainement. Mais je dirais que dans notre génération, il y a eu un gap de transmission. C'est-à-dire que ma mère, elle n'avait pas connaissance des plantes ni des remèdes de grand-mère, ce que certains pays, ce que beaucoup de pays en voie de développement ont gardé en fait. Et donc je commence à explorer ce secteur en me disant, mais moi ça me passionne. Est-ce qu'en Europe, on formule encore des produits de bien-être, des cosmétiques vraiment naturels et qui ne se réclament pas simplement de la nature? Et là, je commence à regarder les marques. Donc on est début des années 2000 et je m'aperçois qu'il y a des marques principalement allemandes qui sont sur le marché français, Dr Oetker, Velleda, Sanoflore à l'époque, mais qui sont des passionnés de botanique, mais qui font des petites choses dans leur coin. Et donc en creusant, je me dis mais c'est fou, d'un côté on vend du naturel qui n'en est pas, donc ça veut dire qu'il y a une vraie attente des gens et du bien-être, et de l'autre, il y a des petites marques qui sont vraiment authentiques et qui cherchent quelque part à se faire connaître du public, mais qui sont trop confidentielles. Et là, je décide d'écrire mon premier bouquin qui va s'appeler Le Guide des cosmétiques bio en 2005. Qui sera, Je l'ai chez moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je l'ai. C'est un collecteur. Hein.
où on va faire tester, je crois que c'est 3000 produits de cosmétiques bio à un panel de 500 femmes, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, à ce moment-là, je deviens un peu Madame Cosmétique Bio, tu vois, en France. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé du sens, en tout cas, des réponses en fait, à des questionnements, en me disant, je mets en lien des personnes, je nourris le vivant. J'ai aussi un terreau très fort au niveau spiritualité, et c'est vrai que pour moi, c'était aussi une façon de servir le sacré, de servir la nature, de servir le vivant, la botanique, les plantes. C'était aussi une façon de nourrir quelque part le vivant. Et puis, je deviens un peu Madame Cosmétique Bio. Et quelque part, je trouve ça génial, j'adore, mais je trouve ça très réducteur parce que je dirais que tout mon mode de vie à ce moment-là a basculé. Je mange bio, T'as arrêté de fumer? À tout ça. J'ai arrêté de fumer en Nouvelle-Zélande lors d'un trek kayak en disant c'est terminé. J'ai jamais repris alors que je fumais quasiment 2 paquets par jour. Donc il y a vraiment une bascule quand même de vie très très forte. Quand on voyage en Nouvelle-Zélande, je reconnecte avec des amis d'enfance et qui sont très connectés en fait à la nature, à un mode de vie très naturel. Probablement en Nouvelle-Zélande, ils sont en avance sur nous sur tout ce qui est écologie. Ils sont écologiques, pas dans le sens politique, hein, mais vraiment dans leur... Oui, j'y suis allée, j'ai travaillé là-bas, je vois bien. D'ailleurs, il n'y a pas de boutique de fringues classe ou machin, c'est que du trek. C'est très nature. Ah ouais, complètement. Mais c'est vrai que j'apprends beaucoup aussi à ce moment-là, on reste 5 semaines, j'apprends aussi beaucoup à leur contact. Et puis j'attends mon premier enfant, et ça c'est un grand questionnement aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de donner à cet enfant qui va naître ? La façon de m'alimenter est très important. Est-ce que j'ai envie de l'allaiter ? Comment j'ai envie de lui donner naissance ? Et donc en m'interrogeant sur tous ces aspects, je tire la pelote d'un fil qui, tu vois, on ne fait pas machine arrière quand on déroule ce mode de vie. Et je trouve à ce moment-là que les cosmétiques bio, c'est réducteur. J'ai envie de partager tout ce mode de vie. Et c'est à ce moment-là que je me dis, il manque un média de référence sur une écologie du corps, de l'âme et de ses esprits quelque part. Et c'est à ce moment-là que je lance Féminin Bio en mai 2007. Alors que j'attends ma 3e fille, Claire, et que je suis enceinte. Donc j'ai les hormones au taquet, et donc je lance Féminin Bio. Et aujourd'hui alors, Féminin Bio, 2007, t'as dit, on va vers les 10 ans là. En 2007, on va fêter nos 8 ans là, en mai 2015. Alors aujourd'hui... Est-ce que tu as atteint ton objectif, c'est-à-dire transmettre cet art de vivre ? Alors j'ai vraiment atteint l'objectif en termes de transmission. Ça c'est une évidence. On est parti avec quelque chose de très bio, en mode de vie, très conso, et on s'est vraiment ouvert aussi au développement personnel, donc vraiment à une façon d'être plus globale, une écologie du corps et de l'esprit, je dirais. Ce qui était déjà dans mon idée de départ, mais qui était assez mal perçu à l'époque, même par les écolos. 8 ans, en fait, c'est beaucoup à l'échelle de la conscience et du mode de pensée. On voit à quel point les choses s'accélèrent. Et je me souviens, en 2007, les gens nous trouvaient déjà parfois trop ésotériques, alors qu'aujourd'hui, c'est des choses maintenant qui paraissent, je dirais, presque naturelles. Tu vois, quand on parle de la conscience, voilà, à l'époque, on ne voyait pas tellement le lien avec le bio. Il y avait les écolos d'un côté et le développement personnel de l'autre. Mais une écologie du corps et de l'esprit, nous qui était notre credo, les gens ne faisaient pas forcément le lien. Et puis l'autre point aussi qui est important pour nous au niveau de Féminin Bio et de notre ligne éditoriale, c'est qu'on est vraiment toujours resté sur quelque chose de joyeux et de positif. On n'a jamais voulu défendre ce mode de vie en contre. C'est-à-dire qu'on peut effectivement vendre ce mode de vie en agitant la peur de l'industriel, la peur du gendarme, la peur de l'autre. Et c'est ce que faisaient beaucoup de journaux écolos à l'époque, et toujours en dénonçant, qui étaient vraiment dans un combat, ce que je peux tout à fait comprendre. Je pense qu'il y a vraiment la place pour cette énergie-là, mais moi, c'était pas du tout ce que j'avais envie de proposer. Moi, je disais, ce mode de vie est tellement joyeux, ça reconnecte tellement à ce qu'on est, que quelque part, quand on l'a adopté, en fait, on comprend complètement que c'est dans le sens du vivant. Alors, ce qui ne nous empêche pas de pousser des coups de gueule, de dénoncer certaines choses, mais toujours on donne des solutions, tu vois, on reste jamais sur la peur. Tu veux donner envie, en fait. Ouais. Donner envie. Hein. Donc on avait un parti pris joyeux, beau et positif. On voulait même un design très joli, très féminin. On se dit, mais la nature est belle, l'être humain est beau, enfin extraordinaire. Pourquoi est-ce que les écolos feraient toujours des choses quelque part un peu ternes, parce que ça doit être authentique, il faut que ça ait l'air un peu moche ou un peu mal fait.
Moi, je voulais surtout pas de ça. Et quand tu as écrit donc le livre Métamorphose, qu'est-ce que tu as voulu transmettre avec Métamorphose? Comment c'est né et qu'est-ce que tu veux donner comme message? Oui, alors Métamorphose, j'ai coutume de dire que c'est mon coming out spirituel parce que je porte en moi. Je viens de faire une newsletter là-dessus, C'est vrai drôle, ouais, sur le coming out. Ouais. C'est marrant parce que quand j'ai employé ce terme, je vois qu'il y avait coming out spirituel, les gens ne l'utilisaient pas, et plus ça va, plus je vois, donc on se dit que c'est vraiment dans l'air du temps qu'il y a une sorte de, tu vois, il y a des mots comme ça qui d'un seul coup tombent, c'est assez drôle. Donc métamorphose, comment c'est arrivé? Je crois que j'ai eu la chance, et je pense que comme toi dans ton métier, de rencontrer des gens extraordinaires, passionnants, qui m'ont enrichi, qui m'ont beaucoup nourri. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai aussi pris le temps de par mon métier de m'enrichir, et je me dis que tout le monde n'a pas cette chance-là, ou en tout cas ne prend pas forcément ce temps-là. Et quelque part, j'avais aussi envie de partager à un moment donné tout ce que j'avais reçu. Donc je sentais que ça montait, tu vois, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui montait. Par contre, la façon dont c'est arrivé, ça je m'y attendais pas du tout. Je me préparais à partir aux États-Unis, et ça faisait très longtemps que je devais aller interviewer en Bretagne un guérisseur qui s'appelle Jean-Luc Bartoli, qui est, paraît-il, un des plus grands guérisseurs de France. J'aurais très bien pu faire l'interview par téléphone, puisque c'était une retranscription papier, mais je sentais vraiment que je devais le rencontrer. Et c'était pas du tout le moment, parce que j'étais en plein dans mes bagages, de plier la maison, et il fallait une journée pour aller à Saint-Brieuc et revenir. Et l'appel a été plus fort. Je me suis dit, il faut que je rencontre cet homme avant de partir. Il faut que j'aille l'interviewer, et au-delà de ça, il faut que je le rencontre. Et j'ai compris ensuite pourquoi. Je me suis installée dans le train, j'avais plein de boulot, j'étais débordée comme as usual. Je me suis connectée à mon ordinateur, et là, j'ai senti comme une force plus grande que moi. J'ai refermé l'ordinateur, j'ai sorti mon calepin, mon carnet, et je me suis mise à écrire des phrases, voilà, qui sont sorties comme ça, mais de manière presque automatique, je dirais. Mmh. Alors, à la fois, c'est l'écriture automatique, et à la fois, c'est une co-création aussi avec tout ce que j'ai pu comprendre, entendre, tout ce dont je me suis nourrie en développement personnel, en spiritualité, etc. Donc ça a été, et à l'aller, au retour, voilà, j'ai écrit. Et donc je me suis retrouvée avec ces phrases, et puis et donc je les ai partagées avec mon éditrice. Et puis ensuite, j'ai eu besoin de valider ça, donc je les ai envoyées à Laurent Gounel et à Christophe André, qui m'ont dit tous les deux, bah, c'est génial, on adore, qui m'ont envoyé des petits mots top. Et voilà, l'aventure Métamorphose était partie. Et tu penses que c'est un rapport avec Bartoli? C'est-à-dire le fait d'être allé le voir lui, ça a enclenché quelque chose ou... Je pense que ça m'a donné cet espace que je ne trouvais pas dans ma vie, de me poser en dehors du téléphone, en dehors de mes enfants, et que c'était important que je le fasse avant de partir. J'étais en transition pour une autre vie, autre chose, donc j'étais en pleine métamorphose quelque part. On vendait la maison qu'on avait achetée, qu'on avait entièrement retapée ces dernières années, dans laquelle j'avais élevé mes enfants. Voilà, donc j'étais vraiment en train de passer... j'avais cédé une partie de Féminin Bio, j'ai cédé 51% du capital quand on est parti aux États-Unis. Ah bon? Ouais. Un petit groupe média. Donc quelque part, j'étais en plein changement, en pleine mutation. Et je crois que si je ne m'étais pas autorisé finalement cet espace, j'aurais jamais écrit. Enfin, je les aurais peut-être écrits plus tard, mais là, ça m'a été offert. Ce temps m'a été véritablement offert. Et pourquoi faire ton coming out spirituel ouais, pourquoi? Sachant que derrière le pourquoi, moi j'ai plein de phrases qui viennent. Ouais. Donc je vais te laisser face à ce champ libre de pourquoi faire son coming out spirituel. C'est vrai que j'ai jamais caché ma spiritualité. J'ai une foi plutôt christique, plutôt catholique, tu vois, sur ce terreau-là. Et je me souviens, même quand j'étais chez Vivendi, tout le monde savait que j'aimais prier, que je nourrissais ça, cette spiritualité. Donc je m'en suis jamais cachée, et j'ai jamais eu du mal d'ailleurs à le partager. Donc pour moi, ça n'a jamais été véritablement une souffrance. Certaines personnes vivent leur foi quelque part en souffrance parce qu'ils ne le disent pas, c'est difficile de le partager. Ça n'a jamais été mon cas. Et pour autant, je me suis toujours dit, il faut que tu fasses la différence quelque part entre ton travail, ce que tu fais, et puis aussi ta foi. Et puis un jour, je me suis dit, mais je ne suis qu'une. Et finalement, il n'y a pas vraiment de raison, sauf à blesser l'autre, évidemment. Je ne fais pas de prosélytisme et je ne cherche pas à convaincre ou à emmener les gens dans quelque chose. Mais quelque part, je n'ai pas de raison non plus de ne pas le partager peut-être plus que ça. Puisque c'est ça aussi qui sous-tend ce que je suis et ce que je fais, ce qui me nourrit.
Et donc à un moment donné, pour moi, c'était important aussi de faire tomber ce masque et de dire je suis entrepreneuse, je suis Femina Bio, je suis cela, mais je suis aussi cela. Et ça aussi, c'est moi, bien sûr. Et donc c'est important aussi de le montrer au monde quelque part, de le dire, tu vois, de pouvoir l'exprimer. Et pourquoi ça pourrait pas rester de l'ordre de l'intime ? C'est une bonne question. Ça l'est resté jusqu'à 40 ans. Et d'un seul coup, c'est quelque chose qui a été probablement plus fort. C'est un chemin aussi que j'ai fait peut-être de manière plus accélérée ces dernières années. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. J'ai fait beaucoup de thérapies diverses et variées, expérimenté beaucoup de choses sur moi, parce que je crois que c'est ça qui nous... C'est la super pâte à modeler, moi j'adore. Ouais. Il y en a qui disent tiens, va essayer ça, toi. Mais moi j'adore, moi j'essaie tout, et tout en essayant quand même de rester centré, parce qu'on peut aussi se perdre dans une quête de soi et être en permanence en train de tester des choses nouvelles, et finalement je crois que j'ai cette chance aussi d'avoir cette foi qui est quelque part une forme de colonne vertébrale pour moi, et même si j'explore, si tu veux, il y a ça qui est au cœur. Et donc, c'était quoi ta question? Oui, ça aurait pu rester de l'ordre de l'intime, mais... Ouais. Donc tu fais ce choix quand même de le clamer d'une certaine manière avec un livre. De clamer, et aussi j'ai réalisé quand même avec Femina Bio que je suis dans le partage. Donc je crois qu'aujourd'hui j'ai une forme de, si on peut parler de mission, si on arrivait sur Terre et qu'on nous donne cette mission, ou si on décide de s'incarner avec une mission d'âme, si on peut parler de ça, je crois que la mienne, c'est de transmettre, de partager, de faire savoir. Donc à un moment donné, ça s'est imposé de manière naturelle que ces phrases m'avaient été données, ou je les ai recueillies, mais elles sont aussi le fruit de ce que j'ai pu partager, écouter, entendre. Donc c'était aussi cette idée de pouvoir redonner aussi ce que j'avais reçu. Comment, donc tu te sens d'une certaine manière investie d'une mission, ou tu as découvert quelle était ta mission ici? Comment on fait pour découvrir sa mission? C'est peut-être une question un peu large et difficile, mais comment tu sais que c'est ta mission? Comment tu le sens? En fait, je crois qu'on est toujours en quête de sa mission, parce qu'on n'est jamais véritablement sûr. Alors il y en a certainement qui sont sûrs. Moi, en ce qui me concerne, j'en suis jamais certaine, mais ce que j'observe, c'est que ce qui me met en joie et ce que je fais naturellement et le plus facilement possible est probablement de ce qui est de l'ordre de la mission. Donc à un moment, c'est tout simplement de faire ce constat que c'est là. Ce qui ne m'empêche pas encore de me dire, tiens, et peut-être il y a encore une autre mission, peut-être encore plus grande, une plus grande œuvre. Mais ça, je crois que c'est aussi une partie de l'ego qui s'exprime et qui dit, ça peut être encore plus magnificent, etc. Mais quelque part, oui, je pense que j'ai une véritable mission de partage et de transmettre. Je ne suis pas journaliste au départ. Et je fais vraiment un travail journalistique. À travers Femina Bio, ça a été un travail journalistique. Métamorphose, ces phrases, elles sont vraiment offertes. L'idée, c'est vraiment de partager. Donc, je réalise bien, je co-organise, tu sais, les rencontres Changer le monde. Donc ça, c'est aussi comment créer du lien, comment partager, transmettre. Je suis très très proche des pédagogies type Montessori, enfin très proche de Montessori, on peut même le dire, mais qui sont scolarisés dans une école Montessori. Et ça, c'est vraiment aussi dans cette idée encore de transmettre, tu vois. Tout ce qui est de l'ordre de la transmission me fascine. Tu as dit un mot que je trouve intéressant, tu as dit que c'était facile. Oui. Donc on trouve sa mission là où c'est facile aussi? Oui, c'est une des phrases du livre. Je ne sais plus bien comment elle est formulée, parce que je ne les connais pas du tout par cœur. Et encore une fois, elles m'ont été un peu inspirées, donc je ne me les approprie pas quelque part. Mais je crois que tout ce qui est naturel et facile est de l'ordre de la grâce, et que c'est quelque chose qui est du coup vraiment de l'ordre de notre mission. D'accord. Je ne crois pas trop, je crois au travail, au labeur, etc. Mais je ne crois pas trop à quelque chose de l'ordre de, même pas du tout, il faut souffrir dur pour y arriver. Tu vois. D'accord. Je vais venir à la dernière question, le fil rouge. C'est, qu'est-ce que le bonheur pour toi? Ou bien, je te laisse le choix, c'est un quiz. Ou bien, qu'est-ce que tu as appris dans la vie qui t'a permis d'être plus heureuse? Qu'est-ce qui t'a rapproché de ton bonheur, et qu'est-ce que ton bonheur? Ah là là. Ouais, je sais. C'est intense, ça. Le bonheur, pour moi, c'est
c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, qui vous prend tout d'un coup, dans l'instant présent, ou d'un seul coup, il y a une espèce de vague d'amour là qui monte, et tu ne sais pas comment ça devient, tu vois, d'où ça vient, et c'est juste là. Et en fait, ça se commande pas, je dirais que ça peut arriver à tout moment. On peut contacter ça en soi, vraiment. C'est-à-dire qu'on peut, par des exercices, des pratiques régulières, que ce soit la prière, la méditation, la pensée positive, enfin, tous les chemins sont bons finalement pour arriver à ça. On peut recontacter ça, ce goût du bonheur. Je dirais que ça reste assez... cette intensité reste assez fugace. Et ensuite, moi je pense qu'en tout cas, si on croit à la réincarnation, etc., en tout cas je crois ou pas, mais en tout cas je crois que dans cette vie-là, je me suis incarnée avec une envie, en tout cas un appétit du bonheur, parce que je me sens quelqu'un d'assez en joie. Et je me sens pas à l'opposé, dans le malheur ou dans cette énergie-là. Voilà, donc le bonheur pour moi c'est vraiment quelque chose de l'instant, voilà, de l'instant, de la conscience de l'instant. Voilà. Et ça peut être très petit, tout simple, ça peut être très grand, magnifique, incroyable, mais c'est ça. Merci beaucoup. Je t'en prie.